Bien, merci à tous encore une fois de vous être rendus disponibles pour être présents sur cet événement scientifique qui est donc organisé en l'honneur des 60 ans du BRGM. Une belle occasion de conclure en beauté cette année anniversaire dans un lieu ô combien prestigieux, celui du Collège de France. Et pour introduire ce colloque, eh bien, sans tarder, nous allons faire un petit retour en arrière en vidéo. Je vous rassure, c'est bref, mais ce sera largement évocateur de l'histoire et des 60 ans de l'établissement. Voilà, en avant pour la vidéo. Merci.
Alors, je vous l'avais promis, c'était une courte introduction, mais qui, je pense, met le cadre pour tout ce qui va suivre maintenant. Et je vais tout de suite prier Elisabeth Vergès, qui est chef du service stratégie de la recherche et de l'innovation, de venir pour ouvrir le colloque scientifique à ce beau pupitre qui se dresse juste ici. Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Alors, je précise, je suis chef de service de la stratégie de la recherche et de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je ne suis pas suspendue, voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, Madame la Présidente, Monsieur le conseiller spécial auprès de la ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, j'appuie sur le cher collègue parce que, en fait, je suis géologue, donc j'appuie sur ce mot-là. Bon, 60 ans, ça fait beaucoup, c'est vrai. Mais bon, c'est un bureau de recherche géologique. Donc, au sens de la géologie, franchement, 60 ans, c'est rien. C'est rien du tout. Mais de toute façon, plaisanterie mise à part, comme on l'a vu sur les diapositives là, c'est une histoire beaucoup plus profonde que 60 ans que s'inscrit le BRGM d'aujourd'hui. Et ça montre à quel point, en fait, la connaissance du sol, du sous-sol, la connaissance du terrain a été et reste encore aujourd'hui un enjeu patrimonial stratégique pour notre pays. Donc il s'agisse en fait de ressources, qu'il s'agisse de faire face aux risques naturels, de mise à disposition de nouveaux services environnementaux. C'est un enjeu majeur pour notre pays. Donc on l'a vu, le BRGM a été créé en fait en 1959 par la fusion de 4 bureaux, donc Madagascar, l'Algérie, la Guyane, enfin c'est une autre France, on voit bien. Et le bureau qui était sur la métropole, qui était le BRGGM. Et je dois dire que c'est bien, quoi, le BRGGM. C'était pas mal, géologique, géophysique et minière. Bon, on a perdu un G au passage, mais c'est pas grave. Donc, puis récemment, je crois que le BRGM aussi a agrégé des charbonnages de France, etc. Donc, c'est une histoire d'agrégation, en fait, de différents services. Et en regardant bien, ça fait que 20 ans que le ministère chargé de la recherche est co-tutelle de cet organisme, avec le ministère en charge de l'environnement et en charge des mines. Oui, c'est peu, en fait, hein, je trouve, c'est étonnant. En fait, quand on regarde bien, si on veut faire avancer les connaissances sur le sol et le sous-sol, ben, il faut mener des recherches. Donc le BRGM le faisait comme M. Jourdain, donc maintenant il le sait. C'est un organisme de recherche. Il faut comprendre les processus à l'œuvre, il faut les modéliser si on veut anticiper. Donc si on regarde bien, la mission du BRGM est double, d'ailleurs on le voit avec les 2 tutelles, donc contribuer à l'avancée des connaissances sur les sujets dont on vient de parler, mais bien sûr répondre aux questions des politiques publiques. Donc c'est un service public. Donc c'est une position qui n'est pas toujours facile, qui pourtant sur ces sujets-là qui est indispensable. Alors, en tant que service géologique national, le BRGM, c'est l'établissement public de référence dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. Et le ministère entend bien qu'il reste positionné ainsi. Alors, géologie, pas géologie, mais le BRGM s'inscrit dans le temps long. On l'a vu. En fait, c'est en 1750, enfin, ou 46, je ne sais plus très bien, la première tentative de carte géologique en France par Jean-Étienne Guettard. Et puis en 1868, je ne me trompe pas, 1868, c'était sous Napoléon III, donc la naissance du service de la carte géologique de la France. Et j'ai retrouvé le décret. La carte géologique détaillée de la France sera réalisée aux frais de l'État et un service spécial sera établi pour son exécution. Voilà. Et c'est le BRGM qui absorbe ce service 100 ans plus tard, en 1968, ce service de la carte géologique qui avait été créé par Napoléon III. Donc on est dans du temps long, historique. Donc en fait, cette fusion lui permet de couvrir l'ensemble de la chaîne de production, depuis le levé de terrain jusqu'à l'édition des cartes. La structuration en fait, de l'établissement ensuite s'opère au niveau territorial. Et on a vu qu'en 1965, toutes les équipes arrivent sur Orléans, à Orléans-la-Source. C'était la volonté de l'époque de faire des villes en périphérie, des cités en bord. Voilà, il y avait un campus CNRS, l'université, le BRGM. Donc c'était ces volontés des années 60. Alors le BRGM est à Orléans. Bon,
il y a une petite histoire qui rencontre la grande histoire. Moi, je sais pourquoi il est à Orléans, donc voilà. Il y a des choses étonnantes comme ça. Mais il est à Orléans. Bien. Le maillage en fait du territoire s'est affirmé petit à petit jusqu'à avoir des services géologiques régionaux dans les 22 régions métropolitaines et ultramarines. Et c'est donc fin 92 que l'établissement assure, après une restructuration, les missions de recherche scientifique et de service public, en mettant en plus des filiales spécialisées sur les activités commerciales. Ça, c'était un changement. Donc, c'est en 1998 que le statut d'établissement de recherche avec double tutelle se met en place. C'est un organisme de recherche, je l'ai déjà dit, c'est un EPIC, donc public avec intérêt commercial. C'est un statut particulier, parce que ça veut dire que vous êtes vraiment, faites le lien entre la recherche et ses applications, entre la recherche et l'innovation. Vous développez des recherches amont, avec des collaborations CNRS, universités, etc., des recherches d'excellence, et vous êtes aussi sur l'aval en appui aux politiques publiques ou faire de l'innovation. Cela dit, au cours des 2 derniers siècles, et demi même, les enjeux ont bien changé. À l'époque, on ne se posait pas la question de la durabilité de la planète et des ressources. On avait plutôt un problème de disponibilité. On ne se posait pas la question du questionnement climatique, et le mot environnement, ça voulait juste dire ce qu'il y a autour de nous. Donc voilà, les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective. Cette prise de conscience collective, elle est que maintenant, on sait. On sait le changement climatique et ses impacts. On sait la problématique de l'accès aux ressources. On connaît la vulnérabilité de nos sociétés par rapport aux risques naturels. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Cette prise de conscience collective, donc, elle a impliqué un peu pour vous, pour le monde des géosciences en tout cas, le développement d'une image un peu mitigée, parfois mauvaise, parce que les géologues étaient considérés comme des pollueurs à cause des mines, des destructeurs de paysages à cause des carrières, ou des responsables du changement climatique avec le charbon et le pétrole, et que c'est que plus récemment, depuis après 2 décennies, je dirais qu'il y a une image plus positive qui vient pour les géosciences. Et c'est que les géosciences peuvent faire rempart en fait au risque tellurique, au risque climatique, au risque environnemental. Et ce virage, je dois dire que c'est le Bergem qui a aidé à le faire. Ça, c'est très important. Par ailleurs, les connaissances du sous-sol et des matériaux géologiques permettent, quand on connaît un matériel minéral complexe, qui est une roche, on peut être excellent sur la chimie, par exemple, du recyclage. Donc, c'est des compétences qui ont pu être transposées à d'autres thématiques. Cela dit, vous savez aussi que le recyclage à 100%, ça n'existe pas, enfin, ça ne suffira pas, et que le Bergem se positionne parfaitement bien sur le recyclage, mais aussi sur la ressource en matière première. Nous savons aussi maintenant que répondre aux besoins du moment sans se poser de questions, donc ça oblitère l'avenir des générations futures. Et donc, je vais faire un petit rappel. Vous savez donc que les Nations Unies se sont dotées d'une feuille de route des objectifs de développement durable en 2050. Alors, en France, c'est le ministère en charge de l'environnement qui est pilote, mais au demeurant, le ministère en charge de la recherche est contributeur. Et il a posé une feuille de route recherche en soutien à chaque ODD, et également lorsqu'il y a des interactions ou des interfaces parfois en tension. Un exemple, préserver la biodiversité et nourrir la planète, bon, ça peut être compliqué. Donc, par ailleurs, je vous rappelle que l'approche scientifique de la durabilité a été soutenue par l'UNESCO. Dans de nombreux pays, la science de la durabilité, Sustainability Science, j'avoue que c'est mieux en anglais, en français c'est un peu dur, la science de la durabilité, mais c'est un nouveau champ disciplinaire académique qui est très développé dans de nombreux pays et trop peu en France. Il permet d'avoir une approche pour traiter des problèmes mondiaux complexes à long terme, donc les changements climatiques, les changements induits par l'homme, etc., la démographie, avec des perspectives assez larges, une vision un peu holistique. Il vise donc à promouvoir des solutions et à rétablir une relation solide entre société humaine et environnement. Alors, c'est peut-être un peu des grands mots, mais c'est le fond. Ce sont les enjeux qui sont propres à nous. Je trouve que le Bergem est assez armé pour faire face à ce défi et qu'il a toutes les cartes en main pour explorer ce champ disciplinaire des sciences de la durabilité, en faisant l'interface entre le monde académique et les praticiens, en faisant le lien entre les gouvernements, les ministères, les groupes de réflexion, les ONG, etc. Donc voilà, le Bergem peut aider à avancer sur ce domaine des sciences de la durabilité.
Alors, à l'occasion de ce 60e anniversaire, je voudrais vous rappeler que notre ministère a des attentes stratégiques pour les sciences du système Terre en général, les géosciences, complètement couplées aux sciences de l'environnement, qui sont votre cœur de métier, et pour développer ce champ disciplinaire. Alors, quand on parle de ce champ disciplinaire, bien entendu, derrière, il y a l'observation, parce que c'est un milieu naturel, c'est pas... Vous ne travaillez pas sur des objets qui sont dans un labo, vous travaillez sur des objets naturels, vous allez sur le terrain. Donc il faut observer, prélever, avoir des données. Le data management, le management des données et la modélisation sont des axes importants pour notre stratégie, et le BRGM y a toute sa place. Alors 60 ans après sa création en 2019, c'est une année importante. On a signé cette année le nouveau contrat d'objectifs et de performance avec le plan de stratégie scientifique, avec une attention particulière sur la politique de site. Ça, c'est une politique portée par l'ensemble du ministère de permettre de développer des synergies fortes entre organismes de recherche et les universités sur site. Donc ça, c'est important, c'est également inscrit dans le COP. Donc le savoir-faire scientifique des chercheurs au sens large, chercheurs ingénieurs du BRGM, est donc attendu sur de nombreuses thématiques. Alors, ces thématiques qui sont, je peux vous les lister, qui sont dans le contrat d'objectifs. Il y a l'intérêt en recherche donc sur l'observation et la connaissance du sous-sol national et des Outre-mer, avec une recherche de haut niveau sur des objets géologiques. À l'intérêt de la formation par la recherche, master et doctorant, et vous avez une place à jouer sur cette action-là, notamment à travers de l'outil cartographique de terrain et des approches pluridisciplinaires de géosciences. L'intérêt avec la communauté scientifique nationale d'avoir une synergie plus grande. Ce n'est pas en collaborant et en travaillant en commun que vous perdez de la visibilité, au contraire. Plus vous collaborez avec les universités et le CNRS, plus vous gagnez en visibilité. Et puis, ça vous permet aussi de nourrir les uns et les autres sur les aspects de recherche plus amont et de recherche plus appliquée. L'intérêt aussi des collaborations avec les pays limitrophes. Donc, vous savez qu'il y a une politique assez appuyée au niveau de notre ministère sur la solidification des collaborations franco-allemandes. Donc voilà, je vous le rappelle. Sur l'Europe, bien entendu. Je suis ravie de voir qu'en effet, sur des projets comme des partenariats sur les services géologiques européens, vous êtes très actifs, que sur des infrastructures européennes comme EPOS ou Excel, vous êtes très actifs, et également pour essayer d'aller répondre au programme cadre. Donc H2020 se termine, mais on a le prochain programme cadre FP9 avec Horizon Europe qui arrive. Il faut que le BRGM se mette en route, non seulement pour inciter ces chercheurs-ingénieurs à aller répondre aux appels d'offres, mais également pour être bien positionnés en amont, à faire de l'influence en amont, pour avoir une rédaction d'appels d'offres, voilà, qui... Vous comprenez les enjeux. Il faut le faire, et c'est très important pour toutes nos communautés. Ce que je vous souhaite donc, c'est que ce colloque cet après-midi soit une source de réflexion. On a donc, vous avez voulu bien montrer des nouveaux axes de recherche du XXIe siècle, donc l'environnement, l'intelligence artificielle, le service des usages du sous-sol, par exemple, les données, les ressources. Je voudrais que ce colloque soit aussi la possibilité de nouvelles collaborations entre les acteurs de la recherche. Je vois qu'il y a d'autres organismes, et puis il y a des universitaires qui sont présents, et puis le CNRS. Voilà, c'est grâce à ça, grâce à cette synergie, que le BRGM pourra apporter sa pierre dans le mur de la connaissance du XXIe siècle, parce qu'il faut faire face à des défis quand même environnementaux et sociétaux majeurs. Vous êtes vraiment un outil, entre guillemets, avec tout le côté positif que ça peut avoir, un outil du ministère pour cela. Le contexte n'est pas très facile, mais les enjeux sont formidables, à portée de main pour tous, pour les géosciences du futur. Alors, 60 ans, on pourrait penser que, certains le pensent, que c'est un bon âge pour la retraite. Pas pour le BRGM. Voilà, je voudrais que les géosciences reprennent leur grandeur passée. J'aimerais qu'on puisse interviewer des géologues à la télévision française avec autant de respect qu'on le fait à la télévision américaine, par exemple. Voilà, il faut que donc les géosciences se positionnent par rapport aux grands enjeux environnementaux de notre société. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
Madame Vergès, et je vais vous maintenant prier de rejoindre l'assistance. Oui. J'ai le micro, je le garde. Ceux qui me connaissent le savent. Non, mais c'était juste pour vous dire que donc, dans mon service, il y a deux secteurs qui suivent le BRGM. Il y a le secteur sciences de l'environnement avec Marilène Tussaud, qui est au CA du BRGM, qui n'a pas pu venir puisqu'il y a une grosse manifestation G7 aujourd'hui sur le plastique dans l'environnement. Mais Frédéric Ravel qui est là, et lui est en charge des sciences de l'énergie, et sur ce côté-là suit également le BRGM. Voilà. Merci beaucoup de ces précisions. Et je vais appeler sans tarder pour vous suivre notre présidente Michèle Rousseau, qui va s'exprimer et participer pleinement, bien entendu, à l'ouverture de ce colloque scientifique des 60 ans. Bien, Madame la chef de service, Monsieur le représentant de la ministre, Messieurs les anciens présidents et directeurs généraux du BRGM qui nous font le grand honneur d'être là aujourd'hui, Messieurs les représentants des tutelles, de nos partenaires publics et de nos partenaires privés, ainsi qu'évidemment tous les membres du BRGM ici présents. Je voulais donc vous remercier de votre présence. Nous sommes là pour fêter les 60 ans du BRGM, qui aura 60 ans très exactement le 23 octobre. Alors, c'est d'usage, bien sûr, de dire quelques mots sur le passé du BRGM. Alors, comme ça, vous avez déjà eu droit au film, ainsi qu'à un historique également donné par Elisabeth Vergès. Je vais peut-être raccourcir un peu mon propos, mais vous avez vu que les fondements du BRGM sont la mine d'un côté, alors ça commence au XVIIIe siècle, la carte géologique aussi, et ensuite vous avez, comme souvent, soit Napoléon Ier, soit Napoléon III, qui ont fondé les bases quand même de notre architecture administrative. Bien, donc le BRGM est créé officiellement en 1959. Il agrège des organismes de recherche géologique et de prospection minière de la France métropolitaine, de l'Algérie, de la Guyane, suivis progressivement par leurs homologues d'Afrique occidentale française et d'Afrique équatoriale française. Donc c'est la partie la plus minière du BRGM. Le BRGM est autorisé à acquérir des titres miniers pour la prospection, pour l'exploitation, et il est placé sous la tutelle unique du ministère de l'Industrie. Ensuite, pendant une quinzaine d'années, le BRGM va se structurer progressivement avec des services régionaux. Il commence à en créer en Nord-Pas-de-Calais, qui est une grande région minière à l'époque, et puis il s'engage à l'international avec l'Arabie Saoudite, avec laquelle il signe un très très gros contrat. Et ensuite, 1965, création du Centre scientifique d'Orléans, et 1968, c'est la fusion avec le service de la carte géologique, et vous avez déjà un BRGM qui commence à ressembler au BRGM d'aujourd'hui, mais nous n'y sommes quand même pas encore. Arrive la crise pétrolière. Alors, pour le BRGM, c'est vrai que c'est plutôt une chance, parce que les périodes de crise sont l'occasion d'évolution. Donc, cette crise pétrolière souligne la vulnérabilité de la France dans le domaine des approvisionnements en pétrole, mais également dans celui des matières premières. Et le gouvernement décide de réaliser un premier inventaire minier et il le confie au BRGM. Et parallèlement, le BRGM développe ses activités d'exploration à l'international. Il devient l'un des premiers explorateurs mondiaux. Et puis, 1973, c'est également la période où la conscience environnementale commence à naître. Le ministère de l'Environnement est né en 1971. Le BRGM, dès 1974, décide de construire une halle pilote pour recycler les déchets. Et c'est une halle que nous sommes en train actuellement de rénover 30 ans plus tard. Donc vous voyez, le BRGM a su agir avec son temps. Alors les temps deviennent plus difficiles. Pour le BRGM, on vous l'a montré dans le film, à partir du début des années 80, pendant toute la décennie en fait, des années 80. Le marché des minerais et des métaux connaît une crise mondiale, c'est normal, ces marchés se retournent assez vite. Des projets miniers tournent court. Le BRGM, à ce moment-là, va accentuer ses efforts en recherche en géologie profonde, recherche en géothermie, la création à cette époque-là d'un service public de la géothermie, et puis il va miser sur les activités commerciales pour compenser évidemment les mauvaises nouvelles du côté minier, et donc il insiste beaucoup sur le domaine de l'aménagement, et vous avez vu des photos sur le Louvre qui étaient en cours de reconstruction à ce moment-là. Ensuite arrive la décennie des années 90, et ça va être le recentrage sur la recherche et le service public. En 93 et 94, en 2 ans, les activités commerciales du BRGM sont filialisées avec la création de 2 filiales principales,
une pour l'ingénierie, Antea, ça c'est à la fin de l'année 1993, qui entraîne avec elle 400 personnes du BRGM et qui 10 ans plus tard sera privatisée. On peut dire qu'Antea aujourd'hui existe et se porte bien. Et puis une autre pour les activités minières, c'est la Source. Elle sera dissoute 5 ans plus tard. Et en 1998, avec le décret du 1er juillet 1998, le BRGM devient un établissement de recherche et il est placé cette fois-ci sous la double tutelle recherche et puis industrie. Ensuite, on voit arriver les années 2000 et les années ultérieures jusqu'à aujourd'hui, où on va petit à petit constituer le BRGM de nos jours. Donc le BRGM continue à être un établissement public de référence en matière de géologie et de mines. Depuis 2009, d'ailleurs, il forme une petite promotion de géologues de terrain, mais toutefois, il prend le virage. Il se positionne résolument comme un acteur de la recherche et du développement en prise avec les nouveaux défis de la planète, qui sont majoritairement des domaines qui relèvent du développement durable. Et c'est pour concrétiser cette évolution qu'en 2004, le ministère de l'Environnement rejoint le ministère de la Recherche et le ministère de l'Industrie comme tutelle du BRGM. Et actuellement, le BRGM se voit comment ? Eh bien, il considère qu'il est sur deux piliers, la géologie d'un côté, le numérique de l'autre, et que grâce à ces deux piliers, il cherche aujourd'hui à répondre à 4 enjeux sociétaux. Le premier, c'est l'approvisionnement en ressources minérales issues soit de la mine, soit du recyclage, et il va bien falloir qu'il y ait les deux. La transition énergétique est gourmande en métaux, et cela fragilise quand même la France, et BRGM pense qu'il sera impératif d'en tenir compte, même si les populations sont plus sensibles à une crise pétrolière qu'à une crise des matières premières. Mais néanmoins, le sujet existe. Il y a ensuite, deuxième enjeu, celui de l'énergie, avec les géothermies, qui est une source importante de chaleur renouvelable, le stockage d'énergie ou de CO2. Alors, le stockage de CO2 actuellement, en termes de marché, est balbutiant, il faut bien le dire. Toutefois, le BRGM pense que le prix du CO2 finira par monter et constate qu'aucun des scénarios de neutralité carbone à l'horizon 2050 ne tient sans stockage du CO2. Donc nous nous mobilisons sur ce sujet. Troisième enjeu, la ressource en eau souterraine. Les eaux souterraines fournissent, c'est pas toujours connu, 2/3 de l'eau potable, 1/3 de l'eau d'irrigation, assurent l'étiage des cours d'eau en été. Donc on voit bien qu'avec ce réchauffement climatique qui arrive, il va falloir s'adapter et ce changement climatique va nous permettre, je l'espère, de faire des progrès sur la gestion des nappes souterraines et également de stocker de l'eau en nappe. Ensuite, on arrive sur les risques. Donc les risques, deux types de risques pour le BRGM, les risques naturels, donc déglissement de terrain, séisme, submersion marine, recul du trait de côte, qui est un risque lent, mais qu'on voit qui devient un peu menaçant pour les pouvoirs publics. De temps en temps, un événement d'exception. Ça a été le cas dans l'année qui vient de s'écouler avec la naissance au large de Mayotte d'un volcan sous-marin. Ça, c'est le risque naturel. Et sur le risque anthropique, nous nous occupons de l'héritage des anciennes activités industrielles ou minières. Nous faisons de la recherche, mais nous ne faisons pas que de la recherche. Depuis 2005, le BRGM s'est vu confier l'après-mine, c'est-à-dire la gestion des mines fermées, pour le compte de l'État. C'est quand même une activité qui représente à peu près le quart de nos activités. Alors, l'implication du BRGM dans les activités économiques est toujours forte. Nous sommes labellisés Carnot sur tout notre périmètre depuis 2006. Depuis 2 ans, nous avons mis en place un processus de soutien à l'innovation et j'espère que le BRGM pourra à nouveau créer des filiales de petite taille bien ciblées. Alors, le BRGM a actuellement des filiales, nous n'en avons pas parlé. Il en a une, CFG, sur la géothermie et une autre, IRIS, sur l'instrumentation géophysique. Mais il n'a pas créé de filiales depuis 20 ans. Alors, les créations de filiales telles qu'elles sont envisagées à l'heure actuelle sont différentes des filiales du passé. Les filiales du passé, c'était un pan du BRGM qui était filialisé. Ce que nous cherchons à faire actuellement, c'est une activité créée ex nihilo, en synergie avec le BRGM, mais sans que le BRGM perde un des pans de l'établissement. Voilà, donc en synthèse de cette partie historique, le BRGM d'aujourd'hui, très semblable
au BRGM du début des années 2020, tant en France qu'à l'international. L'international représente à peu près 15% de notre activité sur contrat et convention. Alors le futur, comment se présente-t-il? Donc, je suis bien d'accord avec Elisabeth Vergès pour dire que le BRGM a encore un long futur devant lui. Le BRGM, c'est un établissement que je vois comme un établissement robuste. Donc, au jour d'aujourd'hui, il représente 1 millier de personnes, implanté à Orléans, mais aussi dans toutes les régions et outre-mer. Vous avez 45% de femmes, 55% d'hommes, donc c'est quand même assez équilibré, avec une moyenne d'âge de 43 ans. Donc c'est un établissement qui n'a pas comme ça de défauts manifestes dans ces grands chiffres. Son socle, c'est bien d'être le service géologique national, et il est étroitement connecté avec les autres services géologiques en Europe ou à l'international. Et ensuite, il a 2 caractéristiques. La première, une volonté de spécialisation. Certains établissements disent qu'ils peuvent tout faire. Le BRGM ne dit pas qu'il peut tout faire. Le BRGM s'attache à décliner les sciences du sous-sol dans toutes leurs dimensions, mais il reste bien orienté sciences du sous-sol. Deuxième caractéristique, le BRGM équilibre son budget, tout au moins pour l'instant, avec 50% de subventions et 50% de contrats et conventions, si je mets de côté la prémine qui est financée entièrement par l'État. Et ces contrats et conventions reposent sur des clients et sur des thématiques variées. Donc cela ne veut pas dire que le BRGM ne pourrait pas avoir des problèmes de débouchés, mais dans la mesure où il y a de la variété dans les clients et les thématiques, je pense que ça le préserve de chocs trop importants, trop soudains sur une seule année. Et enfin, je voudrais dire que le BRGM a trouvé des ressources exceptionnelles pour rénover ses halles expérimentales et ses laboratoires. Et le plus important programme d'investissement de ces 30 dernières années est en cours. Et je pense que cela devrait lui donner des atouts pour l'avenir. Alors, le BRGM est robuste, mais le BRGM devra continuer à évoluer avec son temps. Donc, il y a 2 révolutions que tout le monde reconnaît. La révolution climatique, il va falloir trouver que le BRGM contribue aux solutions. La révolution numérique, tout se numérise, tout s'interconnecte, et le BRGM doit réussir à prendre pleinement ce nouveau virage. Bien sûr, il le prend comme tous les établissements, mais néanmoins, il faudra aller sans doute encore plus loin dans cette direction. Alors, j'ai cité les 2 révolutions les plus communément citées. Je pense qu'il y en a peut-être une troisième quand même qui est en train d'émerger, et qui est la révolution sociétale. Je m'explique. Le regard sur la science des citoyens est en train de se modifier. Le ministère de la Recherche promeut la science ouverte. Nos données sont gratuites, maintenant, totalement. Les réseaux sociaux ébranlent un peu la gouvernance des sociétés et remettent et interpellent des sachants, dont le BRGM fait partie. Donc le BRGM va devoir s'adapter à tout cela. Nous commençons à en parler au sein de l'établissement, mais je pense que la réflexion doit encore être poursuivie. Voilà, donc un établissement qui, je pense, a de beaux jours devant lui. Et c'est les 2 tables rondes que nous allons avoir, là, puisque je termine mon intervention, vont être l'occasion, je pense, de l'illustrer. Je vous remercie de votre attention.